bienvenue au Jeudi du CNEAP. Les Jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie, les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le webinaire « La mobilité des apprentis, quelles sont les clés de la réussite ?» animé par Paola Boulignini, déléguée générale d'Euroap Mobility. Ce webinaire se déroulera en 4 temps et permettra de faire un tour d'horizon complet du sujet. Rappel du cadre juridique, possibilité de cofinancement, rôle du référent dans les CFA et sa professionnalisation. Et enfin, actualité. Je lui laisse dès à présent la parole et je vous retrouverai à l'issue de la présentation pour un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans le chat participant sur votre droite. Je répondrai aux questions techniques et Paola répondra aux questions liées au webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici avec vous pour ce moment d'échange organisé par le CNEAP. Comme Céline l'indiquait tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un peu tout ce qui est Euroap Mobility fait et toutes les possibilités qui sont ouvertes aux organismes de formation en termes de mobilité des apprentis. Et quelque part, trouver aussi ensemble quelles sont les clés de réussite pour la mener à bien. Avant tout, quelques mots sur qui nous sommes. Euroap Mobility, c'est une association sans but lucratif qui a été fondée en 2020 sur initiative des acteurs de l'apprentissage en France, comme les CNEAP, entre autres, les Compagnons du Devoir, les MFR, d'autres organismes qui agissent plutôt dans le champ des qualifications de niveau 3 et 4, pour vraiment pousser tout ce qui est mobilité des apprentis. Notre président est Jean Arthuis et nous sommes cofinancés par le ministère du Travail. Force est de constater que depuis notre création en 2020, nous avons aussi suivi au fur et à mesure les évolutions de l'apprentissage en sens large en France et on se retrouve de plus en plus à avoir des membres d'Euroap Mobility qui sont, eux, des organismes qui forment toujours par la voie de l'alternance, mais également à des niveaux dits du supérieur, donc plutôt niveau 5, 6 et 7. Quelles sont nos missions? Nos missions phares sont vraiment celles d'accompagner, promouvoir et faire bouger la ligne. Qui on accompagne principalement? On accompagne les acteurs de la formation. Donc, les centres de formation d'apprentis ou les organismes de formation en sens large. On les accompagne pour porter leurs projets de mobilité et pour intégrer vraiment la mobilité au cœur, disons, du projet d'établissement de ces organismes. On essaye aussi de faciliter la création des partenariats européens et à ces fins, on a créé une plateforme de matching qui sert à mettre en contact les différents organismes de formation à l'échelle plutôt européenne. Cette plateforme, elle est déjà en fonction. On va la lancer davantage dans quelques semaines à l'échelle européenne pour que vous, acteurs de la formation en France, puissiez trouver également des acteurs de la formation dans d'autres pays européens. Et dans les domaines de l'accompagnement, on essaye aussi de fournir une expertise au sujet de la mobilité des apprentis. Donc, si vous allez sur notre site internet, à la fin, vous aurez l'adresse euroapmobility.eu, vous aurez plusieurs guides à télécharger sur les modes de fonctionnement des OPCO, par exemple, ou d'autres thématiques qui sont à notre sens importantes pour pouvoir vous accompagner au mieux dans la mise en place de la mobilité des apprentis. On essaye bien sûr aussi de promouvoir cette même mobilité, d'abord auprès de vous, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai répondu présente à cette invitation de la part du CNEAP, mais également bien sûr auprès des jeunes et bien entendu aussi par rapport aux entreprises, parce qu'on sait pertinemment que les entreprises peuvent être quelque part réticentes à l'idée de s'investir dans la démarche, parce que ce n'est pas une démarche simple, d'une part, il faut le reconnaître, et d'autre part,
parce qu'ils peuvent voir la mobilité de leurs jeunes comme tout simplement une action qui va les priver, entre guillemets, de leurs jeunes pour la période de mobilité. Et je tiens à souligner qu'effectivement, je ne l'ai pas dit au démarrage, mais nous, on porte tout type de mobilité, mais plus particulièrement la mobilité de longue durée, que nous définissons comme de la mobilité des plus de 2 mois. Et pourquoi? Parce qu'on pense que la mobilité courte des 2-3 semaines, elle est fondamentale et on est là pour vous soutenir à ce niveau-là également, mais qu'on arrivera vraiment à une ouverture complète du dispositif Erasmus et plus en général de la mobilité quand finalement un apprenti pourra partir 2-3 mois, tout comme font ses homologues qui sont issus plutôt de l'enseignement scolaire ou de la filière, disons, de l'enseignement universitaire. Une autre action que nous menons dans les cadres de nos missions, et c'est une action qui nous préoccupe spécialement, c'est celle d'essayer de faire bouger les lignes. Comment on fait bouger les lignes? D'une part, on mène des expérimentations. L'expérimentation la plus, je pense, parlante, c'est celle qui s'appelle MONA, Mon apprentissage en Europe, qui est une expérimentation qui nous a permis d'accompagner une cinquantaine de centres de formation au recrutement d'un référent mobilité pour des mobilités de longue durée et le professionnaliser et lui permettre également de participer à un certain nombre de groupes de travail. Ce projet, c'est un projet MONA, je répète, c'est un projet que nous cofinançons dans les cadres des France 2030. Une autre action que nous menons, c'est celle, par exemple, de sensibiliser les pouvoirs publics à l'importance de la simplification du dispositif de la mobilité et par ricochet, bien sûr, tout ce qui est aussi rapport contractuel entre les jeunes et l'entreprise. On verra ça un peu plus tard dans la présentation, mais effectivement, on a eu un rôle des conseils quelque part aussi dans la définition de la loi Maillard qui a été promulguée en décembre 2023 et qui, nous pensons, c'est une loi qui effectivement va faciliter les déploiements de la mobilité. Mais avant de démarrer tout discours sur la mobilité, de quoi parlons-nous quand parlons de mobilité des apprentis? Alors, la mobilité des apprentis est une période à l'étranger durant laquelle l'apprenti est en entreprise et ou en formation. Donc, ce qu'il faut qu'il soit clair, c'est que pendant la période de mobilité à l'étranger, les principes de l'alternance qui nous vivons en France ne s'appliquent pas forcément. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec des organismes de formation ou des entreprises à l'étranger qui ne respectent pas les mêmes rythmes de l'alternance. Les apprentis, comme je disais tout à l'heure, assez important, peuvent être à la fois en entreprise ou en organisme de formation ou dans une période qui combine vraiment les deux. Ce qu'il faut que ce soit toujours présente, c'est cette composante de formation par le travail. C'est que les Anglais ils appellent work-based learning. Mais qu'ils soient en centre de formation à l'étranger, qu'ils soient en entreprise à l'étranger, entreprise a fortiori, mais en tout cas, cette composante de formation par le biais de travail doit être présente même en période de mobilité. Donc, si on dit de quoi on parle, on peut aussi dire de quoi on ne parle pas quand on parle de mobilité. Donc, la mobilité, ce n'est pas du tourisme. C'est clair, il y a des moments détente pour les jeunes en mobilité et ils sont plus que bienvenus. Ils sont par ailleurs des moments aussi d'apprentissage parce qu'on se frotte à d'autres cultures, à d'autres façons de parler, etc. Donc, c'est magnifique, mais ce n'est pas uniquement du tourisme. Ce ne sont pas des voyages scolaires non plus. Les périodes de mobilité, ce ne sont pas des voyages scolaires parce que, comme je disais tout à l'heure, on est bien dans une formation à l'étranger en situation de travail. Et au sujet de ces derniers points, il appartient vraiment au CFA, ou à l'organisme de formation, au référent mobilité en tout cas, d'organiser cette période des mobilités en cohérence
avec les objectifs pédagogiques propres au parcours de formation français. Ces éléments-là sont des éléments importants aussi pour vos, quelque part, éléments de langage. Parce que quand vous allez côtoyer une entreprise, il faut bien que l'entreprise comprenne qu'ils sont jeunes et en situation de travail à l'étranger. Et même, j'ai envie de vous dire, quand vous portez et prêchez la bonne parole de la mobilité auprès de vos collègues, auprès des autres, de l'équipe pédagogique au sens large, c'est important de clarifier qu'est-ce qu'elle est, cette mobilité. Et non, quand vous partez pour accompagner une section de jeunes à mobilité, vous n'allez pas faire du tourisme. Vous allez travailler, accompagner ces jeunes et les aider dans leur acquisition des compétences dans un autre pays. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, le cadre réglementaire juridique, on sait pertinemment que c'est quelque chose qui peut, représenter et avoir quelques difficultés parce qu'on parle bien des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage. Donc, des jeunes ils ont une relation contractuelle avec l'entreprise et qui sont liés avec vous, bien sûr, par la convention de formation. Et cela complique énormément la donne à plusieurs niveaux. Donc, les cadres juridiques de la mobilité et des alternants, j'ai envie de vous le présenter en 3 temps, quelque part. C'est un cadre juridique en cours d'évolution, un cadre juridique où les statuts de l'alternant dépendent de la convention qu'on va mettre en face, donc vous le verrez après, et le soutien financier des opérateurs de compétences que je vais reprendre quand nous allons traiter plutôt de la thématique des les sources des financements de la mobilité. Parce que bien sûr, il faut aussi parler du nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est comment permettre aux jeunes de se déplacer, d'être hébergés à l'étranger et comment cela peut leur être offert sans qu'il y ait une dépense de leur part, bien entendu. Donc, par rapport au cadre juridique, effectivement, je vous le disais tout à l'heure, la loi du 27 décembre 2023 s'appelle justement la loi Erasmus pour l'apprentissage. Les dispositions de la loi sont en train de devenir progressivement effectives au cours de 2024. Je vous conseille à ce sujet de télécharger, vous l'aurez dans un lien hypertexte sur la présentation que vous recevrez après mon intervention. Le ministère du Travail a publié un petit vade-mecum qui vous explique de manière assez claire cette nouvelle loi, l'Erasmus de l'apprentissage, et surtout les timings de l'entrée en vigueur de certaines des dispositions de cette loi. Ce qu'il faut que vous apprendiez au niveau un peu peut-être plus européen, c'est qu'effectivement cette loi s'inscrive dans un contexte où on est quand même, les orientations européennes disent qu'il faut bien faire un espace européen de l'éducation en réalité d'ici 2025, donc demain, et que bien entendu l'espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage fait bien partie de cet espace européen de l'éducation. C'est là, on revient un peu en arrière aussi à l'origine d'Europe Mobility, en France du moins, une des idées qui a porté Jean Arthuis à fonder l'association, c'est les constats clairs que l'espace européen de l'éducation, de l'enseignement supérieur existe depuis quelques temps, depuis plusieurs années, on peut dire, avec ce qu'on appelle en jargon les processus de Bologne. L'espace européen de la formation professionnelle et de l'apprentissage a démarré lui aussi avec les processus de Copenhague en 2022, mais on se retrouve en 2024 aujourd'hui à se dire que cet espace n'est pas complètement créé, défini. Donc, notre travail au niveau de Europe Mobility, c'est aussi à essayer d'apporter notre pierre à l'édifice au niveau de l'échelle européenne. Et c'est pour ça qu'on a une association jumelle
à Bruxelles qui s'appelle europemobility.eu. Dans ce cadre, il y a aussi un élément important qui est le projet de recommandation au Conseil de l'Union européenne qui est en cours de négociation en ce moment même. Donc, c'est une recommandation plutôt de la Commission européenne faite au Conseil, bien sûr, et s'appelle bien Europe on the Move, donc l'Europe en mouvement, une proposition sur l'avenir de la mobilité à des fins d'apprentissage. Et vous verrez, en prenant connaissance de ces documents, si vous aurez l'occasion de le faire, il y a toute une partie, toute une annexe qui s'appelle annexe 2, qui parle bien de l'importance de renforcer à l'échelle nationale des réseaux de coordonnateurs de la mobilité des apprentis pour qu'ils puissent travailler après ensemble à l'échelle européenne. Donc, ça, c'était pour vous donner un peu les clés de la loi. Donc, les statuts des alternants pendant la mobilité, je vous répète, pas d'inquiétude, cette présentation, vous allez la voir. Je ne vais pas tout vous lire comme on liste à la feuille verte, vous aurez l'occasion d'en prendre connaissance. Mais la chose importante, c'est que vous gardiez à l'esprit quels sont les articles du Code du travail qui touchent à l'apprentissage et à la professionnalisation, parce que, attention, tout ce qu'on est en train de dire sur la mobilité des apprentis, en fait, on dit mobilité des apprentis, mais il faudrait qu'on dise mobilité des alternants, parce qu'elle touche bien au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Donc, ce qu'il faut savoir, il faut garder à l'esprit, c'est que la durée maximale de la mobilité est de la moitié de la durée totale du contrat d'alternance en France. OK? Et ça, dans la limite d'un an. Que pendant la période de mobilité, comme je le disais tout à l'heure, l'alternance n'est pas obligatoire. Que l'apprenti, lui, il peut être accueilli dans une ou plusieurs structures à l'étranger. Et là, encore une fois, j'ai traduit quelque part la définition que j'ai donnée tout à l'heure. Il peut être accueilli 2 semaines dans un organisme de formation et 2 mois dans une entreprise. Et c'est là pendant la même période de mobilité. En fine, l'alternant peut être mis à disposition. Donc, ça veut dire que l'entreprise française va mettre à disposition l'alternant à l'entreprise étrangère ou au centre de formation étranger, ou donc les contrats vont être, on dit en jargon, mis en veille. C'est-à-dire que certaines clauses du contrat vont être mises en veille pendant la mobilité de ces jeunes et parmi ces certaines clauses du contrat, il y a bien celle de la rémunération. Donc, les entreprises peuvent choisir de mettre en veille les contrats et suspendre la rémunération du jeune. Alors que dans les dispositifs de la mise à disposition, l'entreprise reste responsable du jeune d'une part et d'autre part continue à lui verser les salaires. Ces choix est fait par l'entreprise, bien sûr, en dialogue et échange avec les référents mobilité et bien sûr l'organisme de formation auquel les référents mobilité est attaché. Une convention, que ce soit des mises en veille ou des mises à disposition, doit être concluse pour préciser les conditions de mise en place de la mobilité. Donc, là, je vous introduis. Alors, ça, c'est pris tel quel une petite brochure qui a préparé les collègues, qu'ils ont préparé nos collègues avec qui on travaille beaucoup, du Centre Info. Je vous ai mis l'extrait pour pouvoir télécharger cette plaquette. Je la trouve d'une clarté absolue. Donc, je vous conseille de l'utiliser et éventuellement aussi la diffuser auprès de vos collègues parce que vraiment, elle est bien faite. Donc, en gros, elle vous explique bien qu'est-ce qui se passe avec la loi du 27 décembre 2023. Donc, l'employeur, comme je vous disais tout à l'heure, peut d'ores et déjà choisir entre la mise en veille du contrat ou la mise à disposition. La mise en veille du contrat signifie que l'entreprise ou les centres de formation d'accueil du jeune est, à ce moment-là, les seuls responsables des conditions d'exécution du travail du jeune.
La mise à disposition, ça signifie qu'il est mis à disposition, le jeune, auprès de la structure d'accueil à l'étranger et donc, son contrat de travail continue et les responsabilités incombent à l'entreprise d'origine. Avant la loi du 27 décembre 2023, la possibilité de mettre à disposition le jeune était là uniquement pour les mobilités inférieures à 4 semaines. Au-delà, c'était obligatoire la mise en veille. La grosse nouveauté de cette loi, de la loi Maillard, c'est bien celle de dire, quelle que soit la durée de la mobilité, courte, entre guillemets, ou longue, plus de 4 semaines, c'est bien au centre de formation de décider, c'est bien à l'entreprise, excusez-moi, de décider si choisir la mise à disposition ou la mise en veille. Et donc, là, c'est aussi important et on revient un peu au rôle du centre de formation, de l'organisme de formation de référent mobilité, qui va pouvoir conseiller aussi à l'entreprise quel est le dispositif qui lui convient le plus selon ses besoins. Les systèmes de conventionnement, il y a 2 modèles de convention, un des mises à disposition, un des mises en veille, qui ont été adoptés par les arrêtés du 22 janvier 2020. Ils sont d'ores et déjà mobilisables, donc vous allez pouvoir les télécharger. La seule chose que vous verrez, c'est que dans la convention des mises à disposition, effectivement, il y a bien marqué pour les mobilités égales ou inférieures à 4 semaines. Tout simplement, vous enlevez cette formulation parce que d'ores et déjà, vous pouvez faire de une convention des mobilités pour plus de 4 semaines. Et j'aimerais bien, c'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure, dans la slide de tout à l'heure, les liens à l'information de la DGFP, du ministère du Travail, parce qu'il vous explique bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous avez aussi une source documentée qui vient du ministère du Travail qui vous autorise à faire de la mise en veille, à faire de la mise à disposition d'ores et déjà pour plus de 4 semaines. Attention, les conventions des mises à disposition doivent être quand même conclues après le 29 décembre 2023. Donc, c'est pour les mobilités à venir. Rappelez-vous bien, et ça, on reviendra après sur le rôle du référent mobilité, que c'est bien le référent mobilité qui a un rôle très important dans ce cadre, parce que c'est lui qui va pouvoir donner pas mal d'informations à l'entreprise et par la même occasion, bien sûr, aux jeunes également. Alors, là, j'ai essayé d'aller un peu plus vite parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer. Les soutiens financiers des opérateurs des compétences, sachez que c'est un soutien financier qui est obligatoire par rapport aux frais de support supportés par les CFA, frais, directs qui incombent au CFA et sur tous les frais liés, par exemple, au poste de référent mobilité. Donc là, les OPCO, tous les OPCO sont obligés de manière obligatoire à donner un cofinancement. Il y a de manière facultative d'autres frais, notamment celles qui peuvent incomber à l'alternant, donc restauration, etc., qui sont des frais qui sont décidés par chaque OPCO. Donc, chaque OPCO a sa politique. Donc, les conseils que nous donnons toujours, c'est vous tourner vers vos OPCO respectifs pour pouvoir savoir quel est le niveau des cofinancements par rapport au forfait. Des fois, c'est un forfait, des fois, c'est pas un forfait, mais en tout cas, par rapport à la partie facultative. Un autre point important, c'est que vous le savez sans doute, il n'y a pas uniquement les OPCO qui cofinancent. Hein. On a vraiment un système de cofinancement qui est varié et qui change. Alors, ce que vous connaissez sans doute le mieux, je pense, parce que c'est le plus connu, c'est bien le Erasmus. Donc, là, vous avez tous les éléments qui concernent Erasmus, quel type de mobilité va pouvoir financer et la durée, quels sont les frais qui peuvent être pris en charge
Là encore, c'est du cofinancement, donc il faut faire de l'ingénierie avec les cofinancements co, par exemple, de l'ingénierie financière. Et vous avez l'agence Erasmus Plus France, qui a un service, un département promotion qui peut répondre à toutes vos questions. Un autre dispositif qui est important pour le bilatéral, notamment, c'est le FAGE. Ce sont deux, le FAGE et Protandem. Et ce sont deux organismes qui sont sur le bilatéral franco-allemand. Donc, là encore, vous avez dans le slide tout le type des mobilités qui sont prises en charge. Tournez-vous vers le FAGE et tournez-vous vers Protandem. Ils sont assez réactifs, même très réactifs. Point de vigilance, vous ne pouvez pas cumuler les bourses Protandem et les bourses au FAGE, alors que vous pouvez bien cumuler les bourses Erasmus et les bourses Protandem ou les bourses Erasmus et les bourses Protandem. C'est assez simple, hein. Protandem et OFAGE, ce sont deux dispositifs franco-allemands. Donc, cumuler les bourses, ça s'apparenterait à du double financement. Vous avez bien sûr également tout ce qui est l'Office franco-québécois pour la jeunesse, pour des mobilités qui sont hors Europe et plus spécifiquement, vous l'avez compris, au Canada. Parce que pour mémoire, vous pouvez également envisager de la mobilité hors périmètre, disons, européen, en combinant par exemple des bourses Erasmus et des bourses de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, parce qu'Erasmus, c'est une nouveauté depuis l'année dernière, permet de mobiliser un certain quota de bourses pour la mobilité hors Europe. C'était déjà possible pour l'enseignement supérieur, ça l'est maintenant également pour l'enseignement professionnel et l'apprentissage. Il y a bien sûr un dernier recours, mais très important, tout ce qui font les conseils régionaux. Et là, malheureusement, c'est très disparate. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais les constats, c'est que c'est très disparate. Donc, il faut voir avec chaque conseil régional dans lequel vous êtes, votre organisme de formation est placé selon les territoires, parce que certains conseils régionaux financent effectivement la mobilité de vos jeunes. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, normalement, sur le site des Euroguidance, vous avez un listing de tous les financements des conseils régionaux. Donc, normalement, il est assez mis à jour. En tout cas, vous avez une panorama global et après, ne faites pas l'économie de contacter directement vos conseils régionaux. Et bien sûr, certaines mairies qui ont du jumelage, par exemple. J'étais récemment dans une ville à Bourgoin-Jallieu qui a un jumelage avec une ville allemande. Et effectivement, ils sont en train de mettre en place de la mobilité dans certains centres de formation d'apprentis sur la base de ces jumelages. Voilà. Après vous avoir présenté un peu ces sources de financement, je voudrais qu'on clôture peut-être celle sur l'OPCO. Vous allez je vous l'ai décrit tout à l'heure. Juste un point d'information pour vous sur le financement OPCO. Sachez qu'il y a un chantier de simplification et de convergence qui a été annoncé. Donc, dans le cadre justement de l'examen de la loi Maillard. Donc, effectivement, la DGFP dialogue avec les OPCO pour essayer d'harmoniser les niveaux des prises en charge. Et en tout état des causes, la loi prévoit bien que les frais correspondant aux cotisations sociales liées à la mobilité hors territoire national puissent être bien prises en charge par les OPCO. Et ça, c'est la loi qui le prévoit. Il y aura des décrets d'application qui vont être publiés dans ce sens. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour vous donner le cadre d'une part, du cadre légal, de part, quelques éléments sur le financement. Mais qui va mettre en musique tout ça? C'est, à notre sens, Europe Mobility, nous portons très fortement cette position, c'est les référents mobilité au sein des CFA et des organismes de formation en sens large, hein, mais en tout cas, dans les référents mobilité qui s'occupent de la mobilité des alternants. Nous avons entamé un travail de longue haleine avec l'agence Erasmus+, en 2017. Alors, nous avons commencé, Europe Mobility n'était pas encore né à l'époque, mais ça se trouve que votre humble servitrice, il travaille déjà à l'époque avec l'agence Erasmus+, dans une autre organisation. Et donc,
Nous avions commencé les compagnons de devoir, les 3CBTP, les chambres des métiers, les CCI, les MFR, avec l'agence et sous le l'aide de l'agence Erasmus+, à s'interroger en 2017 sur le rôle du référent mobilité dans les CFA. Nous avons pu mener des enquêtes auprès des différents CFA de nos réseaux pour arriver à se dire quelles sont les activités et les compétences associées à la fonction du référent mobilité. Donc, on a bien vu qu'il y avait des activités dans la gestion des projets, des activités dans tout ce qui était mobilisation des participants et des acteurs concernés, des activités propres à la préparation et à l'accompagnement des jeunes, donc des participants et des candidats en sens plus large, parce qu'on peut aussi faire partir des maîtres d'apprentissage en mobilité. Et il y avait tout un domaine d'activité et des compétences annexes dans la diffusion et l'exploitation des résultats des mobilités. Donc, grâce à ces analyses, nous avons pu créer vraiment un référentiel d'activités et à partir de ces référentiels d'activités, nous avons créé un dispositif de professionnalisation du personnel des organismes de formation par apprentissage qui assure la fonction des référents mobilité. Donc, ces dispositifs s'appellent Mobility. Je vais assez rapidement, mais je tiens à vous le présenter. Qui le coordonne, Europe Mobility, nous le portons et nous le cofinançons, mais nous le portons et nous le pilotons avec plusieurs acteurs qui ont de l'expertise dans la mobilité des apprentis, à savoir bien sûr l'agence Erasmus+, les CCI, les compagnons de devoir, 3CABTP, les MFR et les chambres des métiers et de l'artisanat. Donc, avec ces acteurs-là, on a conçu un dispositif de professionnalisation qui, vous voyez, s'articule autour des 5 compétences, ce qu'on appelle le bloc des compétences, qui vont toucher l'organisation et la gestion, la réglementation, vous avez vu tout à l'heure, cadre réglementaire et juridique, important, la communication en langue étrangère, parce que si vous voulez organiser de la mobilité de vos apprentis, il faut bien que le personnel en charge puisse parler une langue étrangère et on sait que la langue étrangère véhiculaire, c'est quand même l'anglais. La cohérence du projet avec les parcours pédagogiques du jeune et la communication et la valorisation. Donc, on a créé un parcours de professionnalisation autour de ces 5 modules que vous voyez sur la gauche, C1, C2, C3, C4. Ils s'articulent de manière modulaire. Donc, les candidats, les stagiaires peuvent suivre uniquement la compétence organisation et gestion, uniquement celle du cadre réglementaire, ou les plus ambitieux peuvent suivre les 5 blocs des compétences. Il s'agit d'un parcours en distanciel synchrone et asynchrone, avec également du journée en présentiel. Donc, c'est un parcours assez conséquent. Et il y a différents documents, 150 grosso modo, qui ont été créés justement pour pouvoir mener à bien ces dispositifs. Et je veux juste porter à votre attention le fait que c'est vraiment un dispositif qui porte une grande collaboration entre les CFA et les organismes de formation, qu'il y a vraiment un panel d'experts qui anime et que ces experts sont issus du comité de pilotage et en plus on a des enseignants vacataires au sein d'Europe Mobility qui interviennent et qui sont vraiment des experts métiers des niveaux et qui accompagnent les stagiaires. Il y a une complète gratuité dans l'accès du programme pour les stagiaires. Ça fait partie de nos missions d'intérêt public. Et un partage des contenus pour certains centres de formation qui souhaitent déployer eux-mêmes les dispositifs, avec par contre une obligation quelque part des respect des interactions pédagogiques. Et force est de constater qu'il y a très peu de CFA qui sont en mesure de déployer les dispositifs de manière autonome et c'est pour ça que nous menons chaque année des sessions mutualisées. Et donc, ces sessions mutualisées, cette année, on a formé une centaine de référents mobilité un peu partout en France. Et là, on va lancer
la campagne d'inscription. Donc, je vous engage, si vous êtes intéressé, à nous suivre. En fait, il y a une petite erreur parce que la manifestation d'intérêt va partir plutôt déjà au mois de mai. Donc, suivez-nous sur nos réseaux LinkedIn parce que c'est là surtout on communique et sur notre site internet. Et on va avoir une inscription via formulaire et donc elle va être plutôt en juillet 2024. Et on va démarrer la session de formation en octobre 2024. Donc, voilà. Si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, notamment, vous l'avez sur le PPT à la fin, tac, vous avez l'adresse auquel il faut nous écrire pour avoir plus d'informations et pouvoir ainsi intégrer, on l'espère, les dispositifs mobility pour professionnaliser les référents mobilité. Et sur ça, je pense d'avoir terminé ma présentation. Bonjour, Alors, nous avons assez peu de questions pour le moment. On en a une qui est assez longue, qui parle d'un cas particulier. Alors, je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc, on parle d'un établissement qui a une mobilité Erasmus+ aux Pays-Bas pour des apprentis de BTS MCO avec 15 jours avec des stages dans des entreprises locales. Donc, c'est une mobilité courte, inférieure à 60 jours, donc hybride, avec des attendus Erasmus sur le contact numérique amont et aval au séjour avec les tuteurs néerlandais. Nous trouvons que cet attendu manque de précision et nous craignons de nous retrouver hors des clous. Donc, quel est le risque que ce soit le cas? Deuxième question, si toutefois c'est le cas, que risquons-nous? Alors, je relis, parce que Pays-Bas pour un projet, ok, très bien. C'est une mobilité courte, oui, parce qu'effectivement, la mobilité hybride, c'est la seule qui peut durer moins de 60 jours. Erasmus, avec attendu Erasmus sur les contacts numériques, en amont et aval au séjour avec les tuteurs néerlandais. Tout encaissé, attendu. Manque des précisions et nous craignons de nous retrouver hors des clous. Donc, je vois la question. Je ne suis pas en mesure de vous dire quels sont les risques, mais par contre, ce que je peux vous préconiser, c'est de vous tourner vers votre gestionnaire des projets Erasmus, parce que normalement, vous avez un gestionnaire des projets auprès de l'agence et il faut les contacter. N'hésitez surtout pas, ils sont des collègues d'ailleurs, des gens qu'on connaît bien et ils préfèrent être sollicités pour des questions de ce genre plutôt que justement après quelque part devoir refuser le financement. L'agence Erasmus Plus France, on a beaucoup de chance. C'est une agence qui est plutôt dans l'accompagnement, qui est dans le contrôle. Donc, ne faites pas l'économie de leur poser la question directement et ils vont savoir sans doute quoi vous conseiller. Ok, alors je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Le MOBLT est-il pour des formateurs autant que le personnel en charge des relations internationales? Combien cela coûte? Combien cela dure-t-il? Qu'est-ce que cela peut apporter à l'établissement? Alors, les Mobility est vraiment un dispositif qui s'adresse aux personnes qui ont la fonction des référents mobilité dans votre structure. Ces personnes peuvent être un formateur d'anglais, souvent c'est des formateurs de langue étrangère, qui ont dans leur mission, parmi leurs missions, celle des référents mobilité également, ou la personne en charge des relations internationales qui également est référent mobilité. Qu'est-ce qui apporte? C'est que nous pensons humblement, qui apporte, c'est un peu difficile, nous dispensons la professionnalisation, donc forcément on va en dire du bien, mais elle apporte quand même vraiment, selon les compétences que vous allez suivre, je dis c'est un parcours de 46 heures au total, qui se déroule sur 5 compétences. Vous pouvez choisir de suivre uniquement la compétence 1 et la compétence 3, par exemple, donc 7 heures et 4 heures. Bah, ça vous apporte vraiment les compétences de base pour pouvoir mener à bien la mobilité des apprentis, en fait. Donc, si vous êtes, par exemple, de la compétence gérer un projet de mobilité européen, c'est les premiers, bah, on va vous expliquer comment répondre aux appels à projets Erasmus+, quels sont les éléments les plus importants à retenir
pour avoir un projet de mobilité en sens large le plus cohérent possible, etc. Alors, une autre question vient d'arriver. Dans le cadre d'un séminaire de cohésion, peut-on envisager la mobilité au Québec pour plusieurs classes de BTS première et deuxième année? Alors, séminaire des cohésions. Il faut voir avec l'Office franco-allemand, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Normalement, c'est vraiment du cofinancement pour de la mobilité, pas forcément pour des activités de team building. Par contre, ces deux classes, plusieurs classes des BTS, première et deuxième année, partent au Canada pour faire une mobilité et par la même occasion, vous y rajoutez des actions, des cohésions. Je pense que c'est là tout à fait éligible, mais ça dépend du financeur, donc de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Moi, j'avais une question également. Est-ce que vous avez un retour de l'accueil des entreprises lorsqu'on demande une mise en veille du contrat? Est-ce que vous avez une vision un peu globale sur ce sujet? Comment les entreprises accueillent-elles ce sujet-là? Alors, ça dépend vraiment dans quelle entreprise vous allez vous placer. On a des entreprises qui sont venues nous voir justement en disant cette mise en veille de contrat, ça nous va très bien et ça nous permet justement, surtout pour les petites et moyennes entreprises, ça nous permet de nous soulager du versement du salaire du jeune pour la période de mobilité. Et ça, c'est vraiment les TPE et les PME. Et par contre, vous avez des grandes entreprises qui nous ont vraiment poussé à travailler avec les députés Maillard pour enlever cette obligation de mise en veille, parce que pour les grandes entreprises, recruter des BTS qui partent de moi en mobilité, c'est complètement intégré dans leur politique RH. Et l'effet de mettre en veille le contrat, c'était plus compliqué qu'autre chose. Donc, en fait, la mise en veille, quelque part, soulage l'entreprise, hein, entre guillemets, parce que les conditions, elle est plus responsable des conditions de travail du jeune, elle va plus lui verser les salaires. Donc, normalement, ça devrait être l'option la préférée par les entreprises. La réalité, c'est que certains ne sont pas du tout favorables et que dans tous les cas, la solution la meilleure, c'est celle actuelle, grâce à la loi Erasmus de l'apprentissage, c'est-à-dire qui est la mise à disposition et la mise en veille, que les deux dispositifs soient accessibles selon le choix de l'employeur. Alors qu'avant, c'était quand même obligation de mise en veille pour les mobilités de plus de 4 semaines. Mais c'est vraiment très, très, très compliqué de avoir une position commune. Ça dépend énormément des entreprises. Nous, on a la chance d'en côtoyer vraiment de tout type. Et la seule ligne, disons, que je peux dégager quelque part d'orientation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la taille, en fait. Pour les petites entreprises, la mise en veille convient parce qu'il n'y a pas le versement du salaire de jeunes pendant la mobilité. Alors justement, on a une remarque d'une participante qui explique que dans son établissement, c'est directement mis dans la convention avant de signer le contrat de travail avec les jeunes, donc directement précisé dès le départ. C'est peut-être effectivement une piste. Effectivement. Ça, c'est aussi une chose qu'on préconise, d'émettre vraiment, si vous avez cette mobilité internationale intégrée dans votre stratégie d'établissement, ne faites pas l'économie de cocher la case mobilité internationale prévue dans la convention de formation. Et les entreprises sont prévenues du démarrage, en fait. Et ça, c'est le mieux. Après, c'est toute une opération aussi de sensibilisation, hein, du moment où vous allez lancer votre campagne de recrutement des entreprises aussi, parce que vous recrutez pas uniquement les apprentis, mais aussi les entreprises, les sensibiliser du démarrage au fait que les jeunes pourront partir en mobilité. Nous avons donc fait le tour des questions. Il n'y en a plus, à moins qu'une dernière personne se mobilise. Ah si, alors une dernière remarque. Y a-t-il parmi donc les autres participants ou d'une manière générale beaucoup d'entreprises qui sont OK pour laisser partir les jeunes plus de 15 jours
Est-ce que vous, d'un point de vue global, vous avez cette visibilité? Est-ce que c'est facile, plus de 15 jours? Ah non, c'est pas facile, sinon on ne serait pas là. Non, non, c'est pas facile. Nous, après, dans les cas du projet Mona, c'est que de la mobilité longue. Donc, forcément, tous les CFA qui travaillent avec les entreprises qui permettent à leurs jeunes de partir à plus de 2 mois, elles sont beaucoup, mais c'est les happy few, comme je les appelle. Hein. C'est pas du tout généralisé, c'est pas simple. Donc, c'est toute une acculturation. Alors, nous, on propose aussi, on sait pertinemment que c'est pas simple, mais ça marche. C'est la réciprocité, c'est-à-dire proposer aux entreprises d'accueillir des jeunes étrangers également. Et dans les meilleurs du monde possible, pallier l'absence du jeune français avec l'arrivée d'un étranger. C'est pas, comment dire, c'est pas la panacée, mais ça marche bien. Et ça rassure aussi les entreprises. Et après, c'est vraiment de l'ouverture d'esprit de la part des maîtres d'apprentissage, de leur volonté. Moi, ce que je peux conseiller, et ça marche, ça marche vraiment, c'est l'idée d'organiser des mobilités pour les maîtres d'apprentissage. Parce que quand les maîtres d'apprentissage partent 2-3 jours, pas longtemps, hein, mais dans d'autres, chez leur homologue européen, franchement, ils comprennent de manière vraiment instantanée quel est l'avantage pour leurs jeunes. Mais du coup, c'est vraiment en fait, la mobilité, plus vous allez l'inscrire dans vos pratiques, des projets d'établissement, plus allez vous acculturer, même vos collègues, hein, parce que moi, je suis sûre que certains d'entre vous ont des collègues qui n'ont pas envie, en fait, d'être impliqués forcément dans la mobilité, qui, quand vous allez les voir pour dire, on pourrait faire partir nos bacs pro techniciens je ne sais pas quoi en mobilité, vous avez peut-être quelques collègues qui vont vous dire, mais non, mais c'est compliqué, etc. Donc, nous, on pousse vraiment l'acculturation à la mobilité de toutes les parties prenantes, y compris de vos collègues. Bien, merci beaucoup. Il n'y aura pas de webinaire donc la semaine prochaine et certainement pas non plus dans les semaines à venir en raison des congés, mais les jeudis CNEAP reviendront vers vous très rapidement pour vous annoncer la prochaine date et le prochain sujet. Il me reste donc à remercier Paola de cette superbe intervention et de toutes ces précisions. Vous retrouverez au plus tard mardi prochain le replay et les slides qui vous ont été présentés avec tout le texte pour pouvoir bien reprendre les articles, aller sur les liens qui vous sont proposés, vraiment aller au bout du sujet. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée et je vous souhaite un très bon week-end, Pascal. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.